Les ambassadeurs africains accrédités en Guinée ont été reçus en audience par le chef de l'État. Au menu de la rencontre, le dialogue politique en cours en Guinée et les questions de développement du continent. Les autorités en charge des finances guinéennes, en collaboration avec le représentant de la banque, viennent de lancer le crédit bail, ce qui permettra aux PME et PMI de mieux s'épanouir. Et puis également dans cette édition, une mission d'évaluation de l'aménagement de la plaine de Koundia vient de séjourner dans la préfecture de Mandiana. Objectif, appuyer la politique agricole du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition de nos informations. Fidèle à son choix d'homme de dialogue, le chef de l'État a reçu en audience les ambassadeurs africains accrédités à Conakry. Au menu des entretiens, le processus électoral en cours et la tenue récente du dialogue entre l'opposition et le pouvoir sur la médiation des Nations Unies. Mohamed Lamine Souma. Tout sourire, démarche très décontractée. C'est un président de la République très en forme qui a reçu les ambassadeurs africains accrédités à Conakry dans une ambiance fraternelle. Professeur Alpha Condé les a invités pour s'entretenir avec eux autour des préparatifs des élections législatives en Guinée. Actualité oblige, le chef de l'État a mis cette occasion à profit pour réaffirmer la volonté du gouvernement à tous privilégier le dialogue avec l'opposition. Il savait rencontrer ce qui se passait dans la consultation pendant le week-end. Il a dit que tout est bien, le côté de l'opposition et le côté gouvernemental. Et le dialogue s'est passé très bien pendant le week-end. Donc tout ira bien pour que les Guinéens aillent aux élections législatives. Nous avons dit que nous allons accompagner la Guinée dans ce processus. Monsieur le Président nous a invités pour nous faire le compte rendu de son programme de société ici. Et puis la processus électoral, comment gérer bien les ressources minières d'Afrique, et puis pour aussi augmenter l'intégration africaine et de sous-région. Il nous avait aussi dit qu'il veut de temps en temps nous rencontrer pour nous dire ce qui se passe dans le pays. La démarche du président de la République à s'entretenir périodiquement avec les diplomates africains traduit son attachement au panafricanisme, aux valeurs démocratiques, à la paix sociale et à la consolidation de l'unité nationale. Et puis ce message départ avant de poursuivre cette édition destinée à son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence Monsieur le Président, la célébration de la journée de la Fédération de Russie m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. Je saisis également cette occasion pour vous réitérer de ma ferme détermination d'œuvrer avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des relations traditionnelles d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays, tout en vous souhaitant les meilleurs vœux de santé, de bien-être ainsi que ceux de paix et de prospérité au peuple ami russe. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry le 11 juin 2013, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République. Comme je vous le disais dans les titres, le crédit bail est un programme qui permet aux PME et PMI de bénéficier des facilités pour le financement de leurs projets. Les précisions avec Boubacar Ba. C'est un gouvernement convaincu et un partenaire rassuré qui ont réussi à initier un projet pilote et fiable qui devrait permettre aux Guinéens de bénéficier sans difficulté majeure des facilités de la Société financière internationale à travers le crédit bail. Le crédit bail est une solution de financement des besoins des acteurs économiques en conciliant sécurité, fiabilité et commodité dans les opérations de placement avec moins de risques. La Banque centrale de la République de Guinée, pour sa part, ne ménagera aucun effort
pour édicter les textes d'application de la loi sur le crédit bail dans les meilleurs délais. Je souhaite que toutes les parties s'engagent fermement dans ce programme. Le représentant résident de la Banque mondiale a fait remarquer que son institution poursuivra à renforcer la présence de la Société financière internationale pour accroître son appui au secteur privé guinéen. Il s'agit aussi de la matérialisation effective de la mission de l'IFC en mobilisant les capitaux privés et en fournissant des services conseils aux entreprises et aux acteurs du secteur privé. Le ministre d'État en charge des Finances se réjouit de la qualité des résultats enregistrés par la Banque centrale dans la réalisation de ce projet qui devrait permettre aux petites et moyennes entreprises dépourvues de toute garantie et ne disposant pas de fonds propres suffisants de financer leur investissement. Le secteur financier, jusqu'à présent, n'arrive pas à satisfaire les demandes de crédit d'investissement de nos opérateurs. Certainement, les responsabilités sont partagées, les portefeuilles sont dégradés, l'environnement est difficile, la justice, la sécurité, j'en passe. Donc tout cela fait que les banques hésitent à accorder du crédit pour des opérations longues. Pour faciliter la compréhension des uns et des autres sur les avantages de ce programme, 3 thèmes ont été développés par les experts guinéens et de la Société financière internationale sur les procédures, les méthodes, le marché guinéen et le plan d'action 2013-2014 avec les perspectives d'avenir. Le crédit bail est un outil, est une forme de crédit qui finance les équipements. Pendant la durée de crédit bail, le crédit bailleur est propriétaire de l'équipement. Et à la fin du contrat de crédit bail, une fois le client a tout payé, le principal et la marge, la propriété est transférée et la PME devient propriétaire de son équipement. La mise en place effective de ce programme du crédit bail devrait se faire progressivement avec l'amélioration de l'environnement fiscal et légal, l'éducation et l'information des PME et le renforcement des capacités des opérateurs de crédit bail. Et puis le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté Conakry cette nuit pour Londres. Le chef de l'État prendra part au G8 qui sera consacré à la sécurité alimentaire. Nous y reviendrons. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, en s'appuyant sur les orientations de la politique nationale de l'habitat, Vision 2021, a débuté ce matin la réunion préparatoire des États généraux sur le foncier. 150 cadres de l'administration publique et privée concernés par la gestion des domaines en Guinée chercheront à poser les jalons de réformes nécessaires à la promotion d'une gestion foncière durable. Saha Martin, Francina Douno nous en dit plus. C'est la réunion préparatoire des États généraux sur le foncier. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, mobilise l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des domaines en Guinée. Ils discutent de l'épineuse question de développement anarchique de nos villes qui restent sous-équipées, avec pour conséquence le gaspillage des ressources financières, l'insécurité foncière et la naissance de générations de conflits domaniaux. On assiste ainsi à une dégradation des services délivrés aux usagers et l'autorité des services publics est de plus en plus contestée. Les prochaines concertations des États généraux permettront d'identifier et d'analyser les problèmes fondamentaux de la gestion foncière pour la mise en place d'une gouvernance foncière et de manière consensuelle, équitable et durable, fondée sur une coexistence pacifique du droit moderne et des pratiques traditionnelles. L'Union européenne apprécie fortement cette initiative du gouvernement. Et cette initiative qui, à notre avis, est fondamentale pour tout travail sur beaucoup de domaines que l'Union européenne sur lesquels l'Union européenne veut appuyer la République de Guinée. Depuis longtemps avec le ministère de l'Urbanisme, avec plusieurs ministères comme le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, et avec d'autres ministères clés pour une bonne gestion du territoire. Plusieurs réformes institutionnelles et réglementaires ont été engagées pour résoudre la problématique foncière. Il s'agit de la promulgation du Code foncier et domanial en 1992 et celle du Code de l'urbanisme en 1998. Cependant, ces codes sont méconnus des professionnels du secteur. C'est pourquoi l'adoption de la politique nationale de l'habitat, Vision 2021 par le gouvernement.
Donc le secteur a été divisé en 4 thématiques globales. Il s'agit du développement spatial et du foncier, de la construction, de l'habitat neuf et de son financement, l'habitat précaire et le financement de sa résorption, et enfin la gouvernance dans le secteur. Nous savons qu'aujourd'hui, la gestion du foncier pose de nombreux problèmes. Personne aujourd'hui n'est à l'abri d'un conflit qui peut naître là où on ne s'y attend pas du tout. Nous sommes ici pour expliquer, afin que les gens comprennent que l'objet n'est pas de dépouiller qui que ce soit de ses prérogatives, l'objet n'est pas d'écarter qui que ce soit du processus de gestion foncière. L'objet, c'est de mettre tout le monde ensemble pour que l'on discute, qu'on puisse arrêter, définir les rôles et les responsabilités et une méthode de collaboration. Il reviendra donc à ces acteurs de définir la feuille de route qui, pendant les prochaines concertations des États généraux sur le foncier, permettra la mise en œuvre effective de la politique sectorielle de l'habitat. C'est là avec l'appui des partenaires et institutions internationales. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. À l'invitation de David Cameron, le Premier ministre britannique, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, a quitté Conakry dans la soirée du 11 juin 2013 pour Londres, où il doit participer au 39e sommet du G8 consacré cette année à la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Le chef de l'État guinéen assistera également au défilé militaire Trouping-Dicolore à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II le 15 juin prochain, signé le directeur du bureau de presse. Comme je vous le disais tantôt, le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté Conakry cette nuit pour Londres. Le chef de l'État prendra part au G8 qui sera consacré à la sécurité alimentaire. Le cérémonial de départ avec Mahmoud Barry. L'invitation du Premier ministre britannique David Cameron, le président de la République, professeur Alpha Condé, effectue une visite d'État en Grande-Bretagne. Le président de la République mettra son séjour à profit pour prendre part au sommet du G8 consacré à la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, assistera également au défilé militaire à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, le 15 juin prochain. Ce déplacement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, permettra de promouvoir la coopération entre la Guinée et les puissances les plus industrialisées du monde. Car le G8 est une plateforme d'échange et de réflexion pour raffermir et développer les nations. Le ministre de l'Agriculture était en visite de travail à Mandiana, accompagné d'une mission technique de supervision et d'évaluation du niveau d'aménagement hydro-agricole de la plaine de Koundian. L'objectif de cette visite est de faire progresser le taux d'utilisation des terres rizicoles et le rendement du riz à l'hectare en vue de répondre efficacement à l'autosuffisance alimentaire. C'est Fernand Koroma, un reportage. Ces aménagements permettront d'améliorer sensiblement la couverture des besoins alimentaires des populations avec une production significative en termes de tonnage de riz paddy par an. Selon des études réalisées, les avantages économiques et financiers de ce projet sont d'environ 17 milliards de francs guinéens de valeur ajoutée nette. Un projet a été monté à cet effet. Donc nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ce projet maintenant soit réalisé. Donc nous sommes venus avec l'ensemble des techniciens du département et en ce qui concerne les spécialistes en génie rural et aussi d'autres spécialistes liés à l'irrigation, à la maîtrise de l'eau
pour pouvoir ressortir réellement à travers la documentation et ce qui est en train d'être réalisé sur le terrain, une certaine base d'analyse pour nous donner une conviction sur la viabilité technico-économique de la mise en œuvre de ce projet d'aménagement de 1000 hectares. D'un coût estimé à près de 98 milliards de francs guinéens, ce projet sera exécuté par l'entreprise CGC de Chine pour une durée de 3 ans. Cette entreprise a préfinancé le projet. Le travail est engagé et c'est avec une grande fierté que nous avons enregistré aujourd'hui la présence sur le terrain ici à Koungnan, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de tous les cadres du département, les cadres nationaux, pour venir ensemble faire le constat terrain. Le président de la République, il a dit, tout périmètre aménagé, en tout cas dans le cadre de la maîtrise de l'eau, le quart de la superficie aménagée par l'État revient aux autochtones. Ce projet est une première dans ce pays. Envisager d'aménager 1000 hectares d'un tenant avec maîtrise totale de l'eau, c'est vraiment une première. Et en tant que tel, il faut accompagner ce projet parce que techniquement, il est viable. Sur le terrain, l'heure est à la construction de la base vie, au levé topographique et à la mobilisation des machines pour les travaux. Nous avons opté pour notre sécurité alimentaire et par rapport à ça, nous avons dit de démarrer des projets prioritaires où nous allons mettre la main à la poche comme on l'a toujours fait pour financer nos projets. C'est dans ce cadre que ce projet de Koungnan s'inscrit et je crois que ce projet viendra régler beaucoup de problèmes comme par exemple les semences où nous allons produire plus de 500 tonnes de semences ici dans cette plaine. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et nous avons compris que la volonté politique du président est en train de se traduire véritablement en termes concrets. Cette visite a été une occasion pour la mission de sensibiliser les populations riveraines sur les enjeux économiques et financiers de ce projet et préparer un plaidoyer pour son financement rapide. Fin de la formation des inspecteurs du travail en normes fondamentales du travail et en pratique de l'inspection du travail dans les entreprises, organisée par le ministère de la fonction publique avec un appui technique et financier du Bureau international du travail et de l'Organisation internationale du travail. Le but de cette formation est de renforcer la capacité de tous les inspecteurs en Guinée. Nourou Diallo. Au terme de 3 jours d'intenses travaux, les inspecteurs de travail venus de toutes les préfectures de la Guinée ont examiné les conventions numéro 81 et 150 portant respectivement sur l'inspection et l'administration du travail. Cette rencontre a pour objectif de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en normes fondamentales du travail et en pratique d'inspection. À l'issue des débats, les participants recommandent ce qui suit: réactualiser les fiches d'inspection, élaborer les textes réglementaires d'application du Code du travail aux besoins avec l'assistance du BIT, élaborer un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, doter en moyens suffisants les services d'inspection du travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon la ministre du Travail et de la fonction publique, cette formation s'insère dans les objectifs globaux de promotion du travail décent en Guinée. Vous venez donc d'être outillés pour mener régulièrement des visites de contrôle dans les entreprises et d'être plus en mesure de contribuer à une meilleure connaissance et à une plus grande vulgarisation des normes fondamentales du travail à l'échelle nationale. Le gouvernement, pour sa part, soucieux d'accroître le dynamisme et l'efficacité des interventions des cadres, des techniciens du ministère chargé du travail et de l'inspection du travail, s'engage à mettre à votre disposition les outils et instruments dont vous avez besoin pour relever les défis liés à la mise en place d'une administration du travail moderne et performante. Cette session de formation permettra à ces inspecteurs de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les difficultés et les contraintes majeures auxquelles les inspecteurs guinéens sont confrontés. Toujours dans l'actualité de chez nous, la formation des douaniers de la catégorie A et B de la région de Boké et de Kindia vient de prendre fin. Pendant 10 jours, ces soldats de l'économie ont passé au peigne fin tous les contours liés à l'éthique et les procédures de dédoiement. La démarche s'inscrit dans le cadre de la réforme des services de sécurité engagée récemment. Moussa Bangoura Bintou Touré pour la synthèse.
Une centaine de douaniers de la catégorie A et B venus de Kindia et Boké ont pendant 10 jours appris les droits et devoirs des agents, les procédures de dédouanement, la technique de ciblage et l'éthique douanière. La démarche s'inscrit dans la dynamique de mise à niveau et de modernisation des services de sécurité. L'effort qu'on demande d'abord, c'est de chercher à assimiler, à lire, à comprendre et à vous approprier du contenu des documents que vous avez. Ce programme de formation annuelle permettra ainsi à ces soldats de l'économie d'être plus efficaces et compétitifs sur le terrain. J'invite les participants à matérialiser les connaissances reçues dans vos postes respectifs pour le bonheur de la nation guinéenne. Après l'étape de Boké, cette formation se poursuivra progressivement à Labé, Kankan et Nzirekouré. Et puis ce communiqué dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique du président de la République, professeur Alpha Condé, le ministère d'État chargé de l'énergie a le grand plaisir d'informer l'ensemble des populations des préfectures de Dubreka, de Fria et de Télimélé ainsi que la presse nationale et internationale du lancement des activités de développement socio-économique des localités de la zone du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Cette cérémonie de lancement placée sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et tous les membres du gouvernement aura lieu le vendredi 14 juin 2013 à 10h précises à Koubia, sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka. Le ministre d'État chargé de l'énergie compte sur la mobilisation des autorités préfectorales et religieuses de Dubreka, de Télimélé, de Fria et des populations des CRD de Ouassou, Badi et Tondon dans Dubreka, Sogolon et Kolé dans Télimélé et la commune urbaine de Fria pour réserver à cet événement un éclat tout particulier. Signé Eladja Papakoli Kourouman, ministre d'État à l'énergie. 60 officiers subalternes de l'armée nationale viennent de boucler leur cours d'application des chefs de section d'infanterie. C'est au terme de 8 mois de stage de formation à l'école militaire interarmée du camp Alpha Yaya Diallo. Serge Alassane Diaby est notre correspondant de la presse militaire. Après leur formation initiale d'officiers dans les écoles militaires de l'étranger et celles du pays, ces 60 officiers subalternes issus de tous les corps de l'armée nationale ont bénéficié de cet autre cours d'application des chefs de section d'infanterie. Un cours qui complète la formation initiale d'officiers dans son volet pratique. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir ce diplôme-là. Le flottement qui s'est passé entre moi et les amis, l'échange de culture que chacun a pu apporter pour la formation, vraiment ça m'a beaucoup aidé. L'officier pratiquement, c'est pas ce qu'il porte sur les épaules, mais c'est ce qu'il incarne dans la tête. Et quand il y a une formation, il faut profiter autant possible pour apprendre beaucoup de connaissances parce que tu es appelé à restituer. Ces cours ont permis d'uniformiser la formation de base commune à toutes les armées, de parfaire les connaissances techniques du niveau de cours d'application des chefs de section d'infanterie, de doter également ces officiers des aptitudes à commander une section et l'instruire. À vous, stagiaires, aujourd'hui, vous partirez d'ici avec de nouvelles connaissances et des compétences. Il vous revient à présent de les mettre positivement en application. Pour cela, en plus de l'éthique de l'officier, vous devez savoir que l'endurance physique, le talent, les capacités d'innovation, d'adaptation et d'autres particularités font apparaître des différences chez les individus et constituent de puissants multiplicateurs de succès en influant de l'intérieur lorsque le sujet est mis à l'épreuve. Pour défendre la Guinée, les militaires ont besoin de se former de façon quasi permanente. La formation soutenue est un des acquis du processus déjà enclenché de la réforme du secteur de la sécurité sous la conduite de son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées
ministre de la Défense nationale. Ces cours, troisième du genre, ont duré 8 mois à l'école militaire interarmée du camp Alpha Yaya Diallo. Ils ont été dispensés par des instructeurs français et guinéens. Dans le pays profond, l'aménagement et le bitumage du tronçon Labé Kouramangui confié à l'entreprise Anco 5 et le deuxième tronçon Kouramangui Manda Cinturo exécuté par la société Géo-Ingénierie de Chine évolue à un rythme satisfaisant. Ces deux tronçons font partie du premier lot du projet d'aménagement et de bitumage de la route internationale Labé Madina Gounass. Le ministre chargé des travaux publics est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ces pas ont été suivis par Mangafo Touré. Dans les périphéries de la commune urbaine de Labé se trouve la carrière de concassage primaire Falo de l'entreprise Anco 5. Un site que le ministre d'État chargé des travaux publics et des transports a d'abord visité pour s'assurer de la production et la fourniture régulière du granit. À la base de l'entreprise située à Tata 2, Baousman a apprécié les installations avant de se rendre sur les chantiers d'aménagement et de bitumage du premier tronçon du lot 1 de la route internationale Labé Seriba Tambacounda Madina Gounass. Ici, les travaux ont effectivement repris après plusieurs mois d'arrêt liés aux difficultés financières d'Anco 5. Long de 32 km, la route Labé Kouramangui est réalisée à 70%. Les travaux étaient complètement arrêtés. Là, il a fallu des mesures spéciales qui ont été prises au niveau du maître d'ouvrage pour relancer les travaux. Et là, si les choses restent, se confirment à ce niveau, là, on prévoit de terminer la chaussée en fin juillet. Malgré le retard pour le démarrage des travaux, le deuxième tronçon Kouramangui Manda Cinturo, d'une distance de 30 km, confié à la compagnie de Géo-Ingénierie de Chine, CGC, évolue à un rythme satisfaisant. Le terrassement de l'ensemble des 30 km est presque à terme. Après les travaux de terrassement, on va aborder la couche de base et la couche de fondation et la couche de base, puis le revêtement. Les travaux de ces couches, une fois le terrassement fini, iront plus rapidement. Aujourd'hui, les travaux sont relancés. Nous pensons que d'ici fin décembre, nous allons finir ce premier lot. Le second lot, par contre, à la fin du terrassement, vous avez dû constater qu'on a même commencé la couche de base. Donc tout ce deuxième lot également, qui devrait être terminé au mois de septembre, ne finira qu'en fin décembre aussi. L'allure et l'engagement des deux entreprises sur le terrain rassurent le ministre d'État qui attache du prix à la réalisation de ce projet routier. Nous voyons que les différents lots de cette route qui mène de Labé à Madina Gounass, les ressources financières sont réunies, l'appel d'offres a été lancé, l'entreprise a été retenue. Je crois que les avances de démarrage sont perçues. Je pense que l'entreprise va bientôt procéder à l'installation du chantier et nous-mêmes nous viendrons lancer les travaux de démarrage. Les travaux d'aménagement et de bitumage du premier lot de la route internationale Labé Seriba Tambacounda Madina Gounass avancent. Le financement et la réalisation des autres lots restants pour faire les 302 km sur le territoire guinéen devraient permettre à la Guinée d'honorer sa part d'engagement dans ce projet sous-régional et pourrait faciliter le trafic routier entre le Sénégal et la Guinée. Autre sujet, la Guinée a célébré la 60e journée mondiale de la lèpre sous le thème « Halte à la dépendance ». L'objectif est de sensibiliser toutes les couches sur l'exclusion socio-économique des lépreux. Une façon pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de soutenir ces malades. Mawa Sangari. La 60e journée mondiale de la lèpre a été célébrée à Conakry en présence des responsables de santé. De nos jours, plus de 5 millions de personnes souffrent de cette maladie en Afrique et sont souvent victimes de discrimination sociale. Vous conviendrez avec moi que ce sont ces infirmités qui font de la lèpre une maladie grave, qui fait qu'on est rejeté par tout le monde. Frères, fils, époux, proches, etc. C'est pour toutes ces raisons que le PNL, le Programme national de lutte contre la lèpre, a cru devoir initier et mettre en place, avec l'appui du département et des partenaires, des dispositions pour la prise en charge correcte des complications de la lèpre.
C'est le 31 janvier 1954 que Raoul Fleureau, avec l'accord des Nations Unies, fonda la première journée mondiale des lépreux. Et depuis cette date, elle est fêtée chaque année dans le monde avec comme but obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous les autres malades en respectant leur liberté et leur dignité d'homme. Aujourd'hui, cette fête est la nôtre. Nous, les lépreux, nous remercions les autorités pour leur soutien moral et matériel. Le thème débattu cette année, c'est Halte à la dépendance. Continuer le combat afin de permettre aux malades de se prendre en charge, d'être utiles à la société et de retrouver leur indépendance. Le centre de santé, de l'université de Foulaya à Kindia vient d'abriter les travaux d'une conférence débat placée sous le thème des actions du gouvernement de la Guinée. La rencontre a connu la participation des autorités préfectorales et régionales de Kindia. Ibrahima Keïta nous signe ce reportage. Le centre universitaire de Foulaya, dans la préfecture de Kindia. Ici, comme ailleurs dans le pays, les étudiants sont à la recherche du savoir. Un centre qui se bat pour la formation de l'élite guinéenne au service de la nation. C'est justement dans cette perspective que le club culturel de ce temple du savoir vient d'organiser une conférence débat sur les perspectives économiques de la Guinée. S'il est évident que le pays retrouve patiemment son équilibre économique, il faut toutefois reconnaître que la Guinée vient de loin avec un héritage lourd que les autorités actuelles gèrent. Un déficit budgétaire de l'ordre de 13% par rapport au produit intérieur brut, un taux d'endettement de l'État auprès du système bancaire de l'ordre de 6 000 milliards. En moins de 3 ans de gestion, des actes positifs ont été posés et les grands projets sont lancés pour le bien-être des populations. L'allègement de la dette extérieure à hauteur de 2,1 milliards de dollars et l'atteinte du point d'achèvement PPTE ont permis aux Guinéens d'espérer davantage. Cette analyse de viabilité, c'est pour s'assurer que le montant qu'on va annuler, ce montant va permettre au pays de continuer à payer ses obligations actuelles et ses obligations futures sans pourtant faire recours à un allègement supplémentaire et sans pourtant compromettre la croissance économique. Au cours de cette rencontre d'échange, les étudiants de Foulaya ont essayé à travers des questions de comprendre la gestion économique de la Guinée et le bilan du président de la République. Quand on dit de parler du bilan du professeur, franchement, sans démagogie, j'ai des problèmes par où commencer. Quand on sait, le régime là nous a trouvés dans un trou, dans un pays où la masse monétaire a pratiquement doublé en un an. La reconversion de mentalité est le premier facteur d'emploi pour vous les jeunes. Aujourd'hui, le professeur a mis un fonds à la disposition des jeunes. Si tu crées quelque chose dans le domaine agricole ou de l'élevage, avec ce fonds, tu élabores ton projet. Mais si on est toujours bloqué dans sa tête que nous devons être employés à la fonction publique, on a des problèmes. Et pour atteindre les objectifs du changement pour l'avènement d'une autre Guinée, l'implication de tous les Guinéens ne peut qu'accélérer le processus. Cela en mettant la Guinée au-dessus de tout. Forte mobilisation des populations de Bonfils-Routière pour soutenir le programme de société du chef de l'État. C'était à l'occasion de la remise officielle des agréments à 15 groupements Ousmane Bangoura. Ils étaient nombreux, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel à prendre part à cette manifestation de soutien aux ambitieux programmes du chef de l'État, ici à Bonfils-Routière dans la commune de Matam. L'ONG LAGVD, la COFED Bolé, reste fondée d'espoir que ces groupements forts de ces agréments vont se rivaliser d'ardeur dans diverses activités productives pour améliorer leurs conditions de vie, de leurs ménages et de leurs collectivités respectives. Ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique du développement socio-économique prôné par le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État,
et son gouvernement. Présent à cette cérémonie, placé sous le haut patronage du gouvernement, le gouverneur de la ville de Conakry, satisfait de l'organisation, exhorte tous à la cohésion. Notre remerciement va à l'endroit du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a dédié ce mandat aux femmes et surtout la jeunesse. Donc nous demandons aujourd'hui à la jeunesse de Bonfils routière de continuer à cultiver la paix et surtout d'observer surtout le calme dans notre région. Le représentant du ministre délégué au budget, parrain de la cérémonie, rappelle. Ce honneur grand est pour nous l'expression d'une joie indicible. Quand le président Alpha Condé venait au pouvoir, quelle était la situation économique de la Guinée? Une situation économique calamiteuse, un endettement du trésor auprès de la Banque centrale de l'ordre de plus de 6 000 milliards de nos francs. La cérémonie a été rehaussée de la remise des agréments à plusieurs groupements. Les ressortissants du district de Thioro viennent d'inaugurer la mosquée de Sadioya dans la sous-préfecture de Kankalabé, préfecture de Dalaba. La cérémonie a regroupé les membres de la Ligue islamique préfectorale ainsi que des cadres de la localité. Kadiatou Samora. C'est une nouvelle mosquée d'une capacité de 570 fidèles. Elle a été réalisée par les fils résidents et ressortissants de Thioro dans la sous-préfecture de Kankalabé pour près de 182 millions de francs guinéens. Cette mosquée vient après la construction d'une école de 3 salles de classe et une direction entièrement équipée en l'an 2000. Il s'agit de l'école primaire de Sadioya. Nous avons beaucoup d'ambition pour le développement de notre localité. En raison de la priorité, nous envisageons la réalisation d'autres actions très prochainement. Nous saisissons cette opportunité pour demander au Tout-Puissant Allah d'accorder la paix du cœur à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, son gouvernement et à tout le peuple de Guinée. Nous avons même remercié cette initiative du gouvernement qui dit que les associations doivent intervenir dans le développement des localités. Donc nous invitons les autres associations à faire autant pour ainsi développer les différentes localités de la nation. Bâti sur une superficie de 240 mètres carrés. Je suis très fier de la construction de cette mosquée par les ressortissants et les résidents de Sadioya. On voit à l'horizon que la religion musulmane ne fait que rayonner dans la préfecture de Kankalabé. J'ai été invité pour la énième fois pour l'occasion de l'inauguration d'une mosquée à Kankalabé. Je suis très content et très fier, et ce que je peux demander à la population de Kankalabé de s'unir. C'est l'union qui fait la force. Je sais qu'ils sont unis, ils n'ont qu'à davantage consolider cette union. Les fidèles religieux ont saisi cet instant pour formuler des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Le district de Thioro est constitué de 3 villages. Nous vous amenons hors de nos frontières où l'inquiétude s'accroît au sein de la population sud-africaine. La sécurité a été renforcée autour de la clinique où Nelson Mandela est hospitalisé pour infection pulmonaire. Madimba est âgé de 94 ans. Suivez. La sécurité a été renforcée aux abords de la clinique de Pretoria où est censé être hospitalisé Nelson Mandela pour une infection pulmonaire. Piétons et voitures sont systématiquement fouillés. Devant son domicile, quelques passants et visiteurs veulent encore espérer. Moi, je lui souhaite les meilleurs vœux pour qu'il puisse se rétablir rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour lui. Parce que nous sommes ici grâce à lui. Il s'est battu pour nous pendant la lutte. Que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse récupérer et aller mieux. Les unes du jour reflètent l'inquiétude qui s'est emparée d'un pays qui retient son souffle et s'attend au pire. Après 4 jours d'hospitalisation, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que l'état du héros de la nation, âgé de 94 ans, reste grave, mais stable. Lundi dans la soirée, plusieurs membres de la famille du leader anti-apartheid, dont sa fille rentrée d'Argentine et son ex-femme Winnie, sont venus à son chevet. Autant de signes qui alimentent l'angoisse du pays.
Dans l'actualité internationale, la fusée chinoise a été lancée avec réussite. Une fierté pour les chercheurs chinois. C'est le premier élément des nouvelles internationales sous forme de télégramme. Lancement réussi pour Shenzhou 10. La fusée Longue Marche transportant Shenzhou, le vaisseau divin, a décollé mardi du désert de Gobi avec un équipage de 3 spationautes dont une femme. Il s'agit pour la Chine de la mission spatiale habitée la plus ambitieuse. Shenzhou doit s'arrimer au module Tiangong, le palais céleste, actuellement en orbite autour de la Terre. Pékin, qui ne participe pas à l'ISS, la station spatiale internationale, souhaite se doter d'ici 2020 d'une station orbitale similaire. Les députés russes devaient adopter mardi une loi controversée punissant tout acte de propagande homosexuelle devant mineurs. Plusieurs amendements ont été déposés et son intitulé modifié. Le terme homosexualité a ainsi été remplacé par relation sexuelle non traditionnelle. Pour les militants des droits de l'homme, la loi reste discriminatoire. Ils y voient une arme contre ceux que le pouvoir juge indésirables, à l'instar d'une autre loi réprimant les offenses aux sentiments religieux des croyants. Une loi élaborée à la suite de l'affaire des Pussy Riots qui avait chanté une prière anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Un arbitre de football libanais condamné à Singapour, Ali Sabag, qui a reconnu avoir accepté les faveurs sexuelles de prostituées pour arranger le résultat d'une rencontre, écope d'une peine de 6 mois de prison. La justice a tenu compte du fait qu'il est plaidé coupable et qu'il n'y ait pas eu de corrélation entre les faveurs acceptées et le résultat du match. L'arbitre et ses assistants avaient en effet été remplacés avant la rencontre par d'autres arbitres. En France, hommage national à l'ancien Premier ministre socialiste Pierre Mauroy, décédé vendredi dernier à l'âge de 84 ans. Dans la cour des Invalides à Paris, le président Hollande a salué cet enfant du peuple que rien ne disposait à un destin exceptionnel. L'ancien maire de Lille fut le premier chef de gouvernement de François Mitterrand en 1981. Artisan de l'Union de la gauche, Pierre Mauroy avait orchestré des réformes emblématiques comme la retraite à 60 ans ou l'abolition de la peine de mort. La Guinée est un pays de paix. C'est dans cette dynamique que Mawata Kamara a réalisé un film pour sensibiliser les Guinéens à la cohésion sociale. Elle nous donne ici les raisons de la production de ce film. Ce film est fait pour sensibiliser, n'est-ce pas, les Guinéens au méfait de la guerre, sur nous les femmes et nos enfants. Vous-même, vous savez qu'autour de nous, il y a eu assez de problèmes. Presque la totalité des pays voisins ont connu la guerre. D'accord, donc c'est pour un peu appeler les Guinéens à la cohésion que j'ai fait ce film. Parce que moi je me dis qu'il y a vraiment où partir, quoi. Il n'y a pas où partir, donc on doit tout faire pour que la paix puisse exister dans notre pays. Et qui parle de l'élection législative parle forcément de la stabilité. Moi je ne pense pas qu'on peut organiser une bonne élection sans quand même une stabilité. Et c'est pourquoi je essaie d'aller les voir pour qu'on puisse vraiment créer un partenariat afin que nous puissions aller vers la population pour les sensibiliser. Un mot de sport avec ce trophée remporté par la Guinée qui vient d'être sacré champion d'Afrique au terme du 4e championnat africain de pétanque à Casablanca. 8 pays ont pris part à cette compétition. La Guinée a battu successivement l'Algérie en quart de finale, la Côte d'Ivoire en demi-finale et l'île Maurice en finale sur le score de 13-7. L'équipe guinéenne est arrivée ce mardi à Conakry. Pour rappel, la Guinée avait déjà remporté la Coupe du monde de boules et pétanque en 1989 à Barcelone. Notre pays est également finaliste en 2011 à Yaoundé. Avant de nous quitter, nous revenons sur le match de football qui a opposé hier le Sili national de Guinée au Mamba du Mozambique. Un match qui s'est soldé par la victoire de la Guinée. C'est le Tata Diallo. Un Sili de gala pour un festival offensif dimanche après-midi au stade du 28 septembre de Conakry. Malgré une fine pluie qui s'abattait sur la capitale guinéenne, on n'aura pas eu le temps de s'ennuyer dans cette partie. Dès la 6e minute, Ibrahima Sori Conté, qui slalom dans la surface de réparation mozambicaine, est fauché. Mais Ibrahim Traoré trouve sur son passage le portier des Mambas, Ricardo Campos. Le Sili met la pression et à la 15e minute, le néophyte Seydouba Souma, après un bon travail côté droit, adresse un centre pour la reprise de Mohamed Lamine Yattara 1-0. La réaction des visiteurs se faisant entendre, le Sili en profite pour marquer un second but à la demi-heure de jeu,
œuvre de Sadio Diallo sur un corner de Ibrahima Traoré. Et dans un match qui devient de plus en plus fou, les Mozambicains obtiennent à leur tour un penalty à la 43e minute, transformé par Elias Pelembe. Seulement 2 minutes après, le feu follet Seydouba Souma est encore accroché dans la surface de réparation des Mambas. L'arbitre ivoirien Henri Kouame n'hésite pas un instant et accorde le penalty au Sili. Penalty transformé par Sadio Diallo qui réalise ainsi son doublé 3-1 à la pause. À la reprise, les occasions se multiplient pour le Sili, même si peu à peu, il y a baisse d'intensité. Mais à la 76e minute, sur un exploit individuel, Ibrahim Traoré de loin trompe le portier des Mambas, 4-1. Dès lors, le Sili confisque le ballon et après une passe pratiquement à 10, Mohamed Diarra marque le 5e but guinéen. La timide réaction mozambicaine n'est pas de nature à inquiéter ce Sili-là, car dans les arrêts de jeu, Mohamed Lamine Yattara aussi va de son doublé, 6-1, score final. Satisfait bien entendu par le résultat et par l'entrée du score. On continue à rester en vie dans cette course à la qualification, même si on sait que l'Égypte a fait un résultat bon. Il faudra confirmer dimanche prochain. On dit toujours que quand il y a d'amis, moi je crois, on se bat pour ça, on travaille pour ça. On a bien commencé le match, on est bien rentré dès les premières secondes. Et aujourd'hui on avait à cœur de marquer les esprits. On a bien travaillé au départ déjà de Paris et on a fini le travail ici. Et ça a montré que le groupe vit bien et on a un bon groupe de qualité. Aujourd'hui, il fallait juste finaliser tout le travail qu'on a accompli pendant les 2 semaines qu'on a fait ensemble. Et aujourd'hui, on a trouvé que la Guinée peut rivaliser avec n'importe qui. On a fait un gros match. Maintenant, il ne faut pas se laisser aller, quoi. Et on a un match très difficile la semaine prochaine aussi. Il faut juste continuer à travailler et garder la tête haute. Et garder la tête sur les épaules. Parce que c'est pas encore fini, quoi. Même si l'Égypte s'est imposée à Harare sur le score de 4-2, le Sili a encore un espoir. Le technicien français le sait et il va crânement défendre ses chances. Car après tout, un bon groupe est né, il faudra l'aider à grandir. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.